Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Mohamed Bazoum, le nouveau président du Niger, a été investi hier à Niamey. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement de la capitale nigérienne, parmi lesquels le président togolais Faure Essoz Gnassingbé. Dans son discours, Mohamed Bazoum a dénoncé les crimes de guerre commis dans son pays par Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara. Lutte contre la pornopédophilie au Togo, une conférence interministérielle a été animée hier à Lomé. Le gouvernement en appelle à la vigilance des parents et des éducateurs. Pâques, c'est demain dimanche. La fête se célébrera dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le gouvernement réitère ses appels au respect des dispositions en vigueur. Éthiopie, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 réclament un retrait des forces érythréennes du Tigré. Ils veulent la fin de la violence et la mise en place d'un processus politique acceptable par tous les Éthiopiens, y compris ceux du Tigré. L'agropastoralisme, un secteur incontournable dans l'économie nationale. La région des Savanes a mis en place la Convention intercollectivité pour le développement local des Savanes SIDELS pour une bonne gestion de la mobilité du bétail. Nous en saurons davantage avec notre invité du jour, M. Madougou Bouraïma. Il est le secrétaire permanent de la SIDELS. Et puis à suivre également dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. C'est donc en présence de plusieurs de ces pairs africains, dont Faure Essoz Gnassingbé, que le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a été investi hier à Niamey. Tanguy Arrêt, Hortense Djoué. Mohamed Bazoum, élu le 21 février dernier, succède à Mahamadou Issifou, qui a passé 10 ans à la tête du pays. La cérémonie de passation de charge a été placée sous haute surveillance sécuritaire après 2 attaques djihadistes et un coup d'État non encore élucidé. Ainsi, dans son discours d'investiture, le nouveau président du Niger a dénoncé des crimes de guerre commis dans son pays par des groupes terroristes. Le nouveau locataire de la présidence nigérienne a aussi annoncé d'importantes mesures pour faire face aux différents défis. Pour le nouveau président, la sécurité et l'amélioration du système éducatif sont les 2 priorités durant son mandat de 5 ans. Le président Bazoum a indiqué envisager d'établir une coordination d'action entre les pays voisins, notamment avec l'Algérie, afin de lutter contre le terrorisme dans la sous-région et dans son pays. Autour de lui, plusieurs chefs d'État, dont le président du Togo, Faure Essoz Gnassingbé, pour témoigner leur soutien à leurs frères et amis du Niger. Ce dernier, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger, la plus haute distinction du pays, a remercié toutes les personnalités à cette cérémonie avant de rendre un hommage à son prédécesseur, Mahamadou Issifou, pour ses qualités d'homme loyaliste, charismatique et visionnaire, des qualités qui, selon lui, ont valu le prix Mo Ibrahim à l'ancien président. C'est le Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey qui a abrité l'événement. Les autorités togolaises engagées dans la lutte contre la pornopédophilie, les ministres de la Sécurité, de l'Action sociale et celui des droits de l'homme ont animé hier une conférence de presse conjointe pour dénoncer des actes ignobles et immoraux. La sortie de ces ministres avait pour objectif d'informer sur les actions qui ont conduit à l'interpellation des auteurs. Yerk Damam, ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. L'initiateur
est principal metteur en scène de cette vidéo tournée en mars 2020. Dangbe a malheureusement réussi à s'exfiltrer hors de nos frontières. Il s'agit du nommé Eklou Yaougan alias Pipo, domicilié à Tchévier au moment des faits. Ce dernier, exploitant la situation de vulnérabilité de ses victimes, les a poussés à se livrer à ses actes dans une maison inhabitée qu'il a choisie en contrepartie de la maudite somme de 1000 francs chacun. Il faut noter qu'une scène avec des mineurs avait été préalablement tournée sous la contrainte par le même Eklou. Il est activement recherché par nos services, au même titre que les éventuels commanditaires que les enquêtes révéleront. Pour l'heure, les mises en cause interpellées ont été présentées à monsieur le procureur près le tribunal de Tchévier pour répondre de leurs actes. Pour enrayer ce mal, le gouvernement en appelle à la vigilance des parents et des éducateurs. Christian Trimois, ministre en charge des droits de l'homme. Pour lui, la justice se montrera inflexible sur ces actes. C'est une situation qui nous interpelle tous. D'abord les parents sur la surveillance que nous devons faire de nos enfants. Le fait de pouvoir nous assurer des conditions dans lesquelles ils évoluent dans la société, les fréquentations qu'ils ont. Aujourd'hui, nous avons des outils modernes de communication comme les téléphones et les smartphones. Il faut que nous puissions surveiller ce que nos enfants y mettent, qui sont leurs interlocuteurs, au Togo comme à l'étranger, quels sont les adultes avec qui ils communiquent. Autre chose dans cette édition, l'État-providence au sens large désigne l'ensemble des interventions économiques et sociales de l'État. Dans un sens plus restreint, il signifie uniquement l'intervention de l'État dans le domaine social et particulièrement à travers le système de protection sociale. Cette conception s'oppose à celle de l'État gendarme qui limite le rôle de l'État à des fonctions régaliennes. Depuis la fin des années 70, on parle de crise de l'État-providence, le ralentissement de la croissance, la montée du chômage et les difficultés de financement de la protection sociale remettent fortement en cause son efficacité et son adaptation aux nouveaux besoins sociaux. D'où la notion d'entreprise qui est le lieu où se crée la richesse. L'entreprise permet de mettre en œuvre des moyens intellectuels, humains, matériels et financiers pour extraire, produire, transformer ou distribuer des biens et services conformément à des objectifs. Monsieur Adjouda Komi Essena est expert agréé en fiscalité et gestion d'entreprise près les cours et tribunaux. Il nous parle des différentes formes juridiques d'entreprise. Vous avez un projet en tête, vous aviez réfléchi à entreprendre vous-même, et donc il y a différentes formes dans lesquelles vous allez pouvoir exercer votre activité, exploiter votre entreprise. Et là, on parle d'entreprise, mais entreprise, c'est ça qui globalise un peu ce qui est l'exploitation de vos activités, tout cela. Mais la forme juridique, c'est quoi? C'est le contenant qui est réglementé par la loi, selon la forme voulue ou l'envergure du projet que vous attendez réaliser. Alors, nous avons l'entreprise individuelle, que nous appelons communément établissement. Ça, c'est vous-même, en tant qu'individu, qui s'immatricule comme commerçant au registre du commerce du crédit immobilier. C'est pour ça qu'on l'appelle entreprise individuelle. Et donc, il n'y a pas de séparation, comme conséquence, il n'y a pas de séparation entre votre patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Ça forme un. Alors, nous avons maintenant les formes sociétales. Alors, nous avons les sociétés commerciales qui sont par leur forme commerciale. On peut parler, premièrement, des sociétés de personnes. Il y a la société en commandite simple. Comme une autre société de personnes, nous avons les sociétés en nom collectif. Nous rentrons maintenant dans les sociétés mixtes, sociétés de personnes et puis les sociétés où le capital aussi importe un peu, qu'on appelle les SAR, sociétés à responsabilité limitée. C'est une société qui est à cheval entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Nous avons ensuite les sociétés d'action. Nous avons la société anonyme. Dans cette société, c'est le capital qui importe plus. Il y a là aussi la SAS, ce que l'on appelle la société par action simplifiée. C'est la forme la plus allégée de la société anonyme. Il y a aussi la GIE, le groupement d'intérêt économique. Alors nous rentrons dans la société civile. Il y a possibilité aussi, par rapport à votre projet, de créer des sociétés qui sont par nature civiles. Vous entendez souvent parler de sociétés civiles immobilières. Il y a les sociétés civiles professionnelles. Mais ne perdons pas de vue qu'il y a ce que nous appelons les sociétés coopératives. La fiscalité permet à l'État et aux collectivités territoriales de se procurer des recettes et ainsi de financer leurs besoins
en dépenses publiques. La fiscalité est aussi utilisée comme un levier pour orienter la politique économique en favorisant tel ou tel secteur d'activité au moyen de défiscalisation ou d'avantages spécifiques consentis à certains agents économiques. Elle suppose des droits, mais aussi des devoirs. Ici, l'on est appelé à faire ou à respecter des actes. Quelle peut être, en termes de fiscalité, la responsabilité des dirigeants selon le type d'entreprise ou de société? Nous retrouvons M. Adjouda Komi-Sena, expert agréé en fiscalité et gestion d'entreprise près les cours et tribunaux. Être dirigeant, c'est pas simple. Vous avez des obligations aussi bien juridiques, comptables que fiscales. Ici, nous allons juste parler de leur responsabilité fiscale qui découle de leur qualité de dirigeant. Pourquoi nous parlons de fiscalité? Souvent, quand il y a des difficultés sur le plan économique, financier, l'entreprise ou le dirigeant, parce que c'est lui qui prend la décision. Le dirigeant peut dire, parce qu'il y a des difficultés, moi je vais différer le paiement des impôts que je dois à l'administration fiscale. Quand il diffère, c'est problématique parce que c'est une lourde responsabilité qu'il est en train d'endosser et ce qui n'est pas acceptable par les fiscs. Alors, la loi établit une solidarité du dirigeant et de l'entreprise pour le paiement des dettes d'impôts. Au regard des dispositions du livre de procédure fiscale qui établissent cette solidarité fiscale, il convient de retenir les points essentiels suivants. D'abord, sur la qualité du dirigeant. Il importe peu que ce dirigeant soit un dirigeant de droit ou de fait, ou qu'il soit rémunéré ou non. Maintenant, sur la faute commise par le dirigeant. Parce que quand on dit responsabilité, la responsabilité implique la commission d'une faute. Lorsque nous rentrons sur le plan de recouvrement, la loi exige que le recouvrement soit rendu impossible. L'impossibilité de recouvrer l'impôt ne doit pas résulter de la négligence de l'administration fiscale. Dans ce cas, la responsabilité du dirigeant ne pourra être engagée. Si nous prenons l'aspect de la procédure à suivre, comment est-ce que cette responsabilité est engagée? Cette procédure est doublement engagée, encadrée. Le comptable public doit d'abord obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, puis assigner le dirigeant devant le président du tribunal de première instance. L'entreprise est donc l'espace à l'intérieur duquel l'entrepreneur va mettre en valeur ses talents d'entrepreneurship. Il ne fait aucun doute que l'entreprise joue un nombre important de rôles dans notre économie. Elle peut, entre autres, procurer de l'emploi, contribuer à la croissance économique et créer de nouveaux produits ou services. Une entreprise n'a donc pas besoin d'être de grande dimension pour jouer tous ces rôles. Une petite entreprise peut aussi le faire. Les chrétiens de par le monde célèbrent demain dimanche la Pâque. Pâques, qui est la fête la plus importante du christianisme, commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La solennité est précédée par la semaine sainte, dernière partie du carême, commence dans la nuit précédant le dimanche de Pâques par la veillée. Origine et sens de cette célébration dans ce magazine de Pacôme Johnson. La Pâque est d'abord une fête juive célébrée en mémoire de la délivrance de la terre d'Égypte. Révérend Père Jean-Jacques Toudeka, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. La toute première Pâque a eu lieu sur le territoire d'Égypte quand le Seigneur avait entrepris de sauver son peuple de la tyrannie de l'Égypte. Quand nous sommes au chapitre 12 du livre de l'Exode, le Seigneur qui dit: je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Et le Seigneur de poursuivre: ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. Alors, cette fête est entrée dans les mœurs juives et cette commémoration avait lieu au printemps. La fête de Pâques étant d'origine juive, quelle interprétation les chrétiens font-ils aujourd'hui de cet événement? Jésus, lui aussi, a eu cette expérience de la Pâque de ses pères, la toute dernière qu'il a célébrée. Jésus organise un repas, le repas pascal donc, avec ses disciples. Et là, au cours de ce repas, il va changer les paradigmes. Il donne en partage à ses disciples, en signe de l'alliance nouvelle annoncée par les prophètes, son corps offert pour l'humanité sous la forme du pain et son sang versé
sous la forme du vin. Ce n'est plus une fête en l'air, mais Jésus en donne de nouvelles bases. Le peuple chrétien devra maintenant s'accommoder à ce nouveau paradigme de la fête de Pâques. La Pâque chrétienne se démarque ainsi de la Pâque juive. Quel sens ces chrétiens donnent à cette célébration? Lorsqu'on parle de Pâques, on parle de la résurrection. Pour moi, c'est de se renaître, de se changer. Les comportements que nous avons avant, il faut savoir que Jésus est mort pour nos péchés. Nous devons oublier nos soucis et être encore une autre chose. À travers cette commémoration, il nous donne la force nécessaire pour pouvoir supporter tout ce qu'il y aura comme obstacle sur le chemin. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes aussi ressuscités avec Jésus et nous avons une nouvelle force pour pouvoir continuer cette mission. Pourquoi alors choisir dimanche pour la fête de Pâques? Retrouvons le révérend Père Jean-Jacques Toudeka. Pourquoi elle doit tomber nécessairement sur le dimanche? Parce que c'est ce jour que Jésus a choisi pour rencontrer périodiquement ses disciples après sa résurrection. C'est le premier jour de la semaine. La Pâque est fixée sur ce jour-là, qui est également le jour de la libération, le jour de la délivrance. Alors, bonne fête à tous et à toutes dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Pacome Johnson, voici la situation du Covid-19 au Togo, chiffre mis à jour hier 2 avril à 22h08. 194 des 1912 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total des cas positifs à 10 848. 100 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 8096. Le nombre total de décès reste inchangé à 110. Le nombre de cas actifs est de 2642. À ce jour, un total de 278 548 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Deux attaques terroristes ont visé l'armée malienne dans le centre du pays et la mission des Nations Unies au Mali et MINUSMA dans l'extrême nord du pays. Dans cette même région, l'armée française a de son côté mené jeudi une attaque contre un campement de présumés djihadistes. Un bilan de sources onusiennes fait état de 4 soldats de paix tués, une vingtaine d'autres blessés. En face, on dénombre aussi une vingtaine de djihadistes tués. Au Sénégal, le report des élections locales a été voté hier à l'Assemblée nationale. Une nouvelle date butoir a finalement été fixée au 31 janvier 2022. Les élections de conseils municipaux et départementaux devaient se tenir avant la fin mars 2021. C'est la 3e fois qu'elles sont repoussées. La majorité a invoqué des raisons techniques, mais durant les débats houleux, l'opposition a dénoncé une ruse du pouvoir. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont réclamé hier un retrait rapide, inconditionnel et vérifiable des forces érythréennes du Tigré, région du nord de l'Éthiopie secouée par un conflit qui dure depuis 5 mois. Une semaine après l'annonce du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed du retrait des forces érythréennes du Tigré, le G7 réclame des garanties. Hortense Djoua. Les chefs de la diplomatie de l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni ont demandé dans une déclaration rendue publique hier par Berlin un retrait rapide, inconditionnel et vérifiable des forces érythréennes dans la région du Tigré en Éthiopie. Aujourd'hui, ils réclament la fin de la violence et la mise en place d'un processus politique clair, inclusif et acceptable pour tous les Éthiopiens, y compris ceux du Tigré. Pour le G7, l'Éthiopie doit se diriger vers des élections crédibles et un processus de réconciliation nationale plus large. Abiy Ahmed avait assuré fin mars, à l'issue d'une rencontre avec le président de l'Érythrée, que l'armée érythréenne allait se retirer du Tigré où elle a pénétré après le début du conflit en novembre 2020. Pendant des mois,
Les autorités d'Asmara et d'Addis Abeba avaient démenti la présence de forces érythréennes dans la région. Ces troupes ainsi que l'armée éthiopienne y ont été notamment accusées de pillage, de tueries de masse et de viols. Se disant gravement préoccupés par les récentes informations faisant état de violations et d'abus des droits de l'homme, les responsables du G7 ont enjoint aux parties impliquées dans ce conflit de faire preuve de la plus grande retenue, d'assurer la protection des civils et de respecter les droits de l'homme et le droit international. Et nous passons à la deuxième partie de ce magazine pluriel invité du jour. L'agropastoralisme occupe une place importante dans l'économie locale dans la région des Savanes. Pour une bonne gestion de la mobilité du bétail, les communes ont mis en place la Convention intercollectivité pour le développement local des Savanes, CIDELS. Cette intercollectivité créée depuis 2017 porte déjà ses fruits. Le problème majeur reste les cotisations des communes. Plusieurs activités au programme ont par ailleurs été ralenties par la crise sanitaire liée au coronavirus. Découvrons cette intercollectivité avec M. Madougou Bouraïma. Il est le secrétaire permanent de la CIDELS. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur Madougou Bouraïma, bonjour. Bonjour, madame. Dans la gestion de l'agropastoralisme dans la région des Savanes, une association intercommunale a été créée depuis 2017. 3 ans après, quel bilan faites-vous? Merci, madame. Il faut dire que l'idée de la création, de la mise en place de cette intercommunalité est venue du fait que l'activité agropastorale est une activité qui est gérée dans la région des Savanes depuis longtemps. Et que cette activité, on s'est rendu compte qu'une seule commune ne peut pas gérer cette activité puisque sa gestion est complexe. Maintenant, il fallait que ces communes se mettent ensemble pour gérer de façon concertée cette activité. Et du coup, en 2017, on a initié cette intercommunalité qui s'appelait Convention intercommunale pour la gestion des infrastructures agropastorales marchandes. Mais disons que après les élections municipales, et après le découpage territorial, vous savez que depuis juin 2019, notre pays est passé à la communalisation. Il fallait aussi revoir cela puisque en ce moment c'était les délégations spéciales et maintenant en 2019 il fallait réorganiser ça et on a réorganisé cette intercommunalité qui a pris en compte toute la région des Savanes, toutes les communes de la région des Savanes. Donc disons que pour le moment on est au niveau de la réorganisation de cette structure là, donc on n'a pas encore mis en place toutes les infrastructures qu'il faut au niveau de l'agropastoralisme d'abord. Et que le bilan, par rapport à votre question, le bilan, c'est que, disons que le bilan est positif et tous les maires sont motivés. Et on est à la phase de la sensibilisation de ces acteurs, puisque quand on parle de l'activité agropastorale, souvent, chez nous ici, c'est vu comme c'est le conflit, c'est du dégât, tout ça là. Donc, ce qu'on a pu faire pour le moment au niveau de la région de Savanes, c'est la sensibilisation des acteurs à la base. Et nous avons eu, comme résultat, vraiment, il n'y a pas eu de problème au niveau de la mobilité du bétail, il n'y a pas eu de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Voilà en quelque sorte pour le moment ce que nous avons fait et ce que nous avons eu comme résultat. Vous avez parlé d'un bilan positif, alors dites-nous concrètement quel a été l'impact sur l'économie de la localité. Qu'est-ce que l'entente a fait concrètement? Oui, disons que par rapport à ce bilan positif, et au niveau des marchés à bétail de Saint-Cancé et de Kougnouaré, c'est les 2 marchés transfrontaliers les plus importants de notre pays. Et l'intercommunalité, à travers les conseillers, ont tenu des stands de sensibilisation de ce monde-là afin qu'ils puissent mobiliser les recettes. Comme vous le savez, nos communes viennent de se mettre en place et les communes ont besoin des ressources financières pour faire face aux différents défis, comme vous le savez. Donc, il faut nécessairement les moyens financiers pour faire face à ces défis-là. Les conseillers se sont mis en place au niveau des marchés à bétail chaque jour que Dieu fait pour sensibiliser ces acteurs afin que les ressources puissent être mobilisées. Si je vous donne l'exemple de cette année, il faut dire que les recettes dégagées au niveau du marché à bétail de Kougnouaré, c'est au-delà de 18 millions, ce qui n'était jamais rentré
par les années passées. Donc, à travers CIDES, les conseillers sont mis en place là-bas chaque jour du marché pour sensibiliser et attirer l'attention de tout ce monde-là pour dire que mais les communes sont là, on a besoin des ressources. Voilà, il faut dire qu'on a besoin des ressources pour faire face aux différents défis pour le bien-être de nos populations. Alors dites-nous, est-ce que toutes les communes répondent au principe de cette association intercommunale? Pour le moment, disons que dans leur majorité, elles respectent donc les principes de cette intercommunalité. Le problème aujourd'hui, c'est les moyens financiers, puisque, comme vous le savez, l'intercommunalité ne peut pas fonctionner sans moyens financiers. Et que les communes prennent des engagements pour la cotisation, mais les cotisations, ça ne rentre pas. Du coup, vraiment, c'est ça qui pose le grand problème aujourd'hui, puisque on prend l'engagement, on va mobiliser les recettes, mais ces recettes ne rentrent pas. Alors que l'intercommunalité vient de se mettre en place, il faut nécessairement des moyens pour que cette intercommunalité prenne de l'envol. En dehors des fonds à mobiliser, est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés dans la gestion de l'association? Bon, je pense que c'est la principale difficulté, c'est l'entrée des fonds. L'entrée des fonds, principalement, c'est ça qui nous pose d'énormes soucis. Sinon, pour le moment, on n'a pas de difficultés en tant que telles dans la gestion de cette intercommunalité. Pour les régions qui n'ont pas encore mis en place cette structure, quel message vous avez à leur endroit? Je pense qu'il faut dire aux communes qui n'ont pas encore mis des cadres de concertation et des cadres de coopération qu'il faut les inciter à se mettre ensemble, puisqu'on dit souvent que quand on est seul, on marche vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Donc, je souhaite que les autres communes qui n'ont pas encore fait cette coopération entre les communes se mettent ensemble pour gérer de façon collégiale les défis communs, puisque la plupart des communes de chez nous, elles ont des défis communs. Donc, je pense que quand elles vont se mettre ensemble, elles vont gérer ça de façon collégiale et que les dépenses seront encore réparties de façon à ne pas peser sur une seule commune. Quelles sont les activités au programme cette année 2021? Pour 2021, il faut dire que la CIDES est en train d'être enregistré au niveau du ministère, puisque pour le moment, on n'a pas encore eu l'aval du ministère aussi. Et il faut dire que le consultant est en train de revoir aussi les textes, pour le moment. Mais on a prévu néanmoins des activités. Et les activités phares, c'est de faire en sorte que cette intercommunalité soit reconnue par les autorités compétentes de notre pays d'abord. De deux, il faut dire que la CIDES est en train de s'organiser aussi pour... Comme vous le savez, avec coronavirus, il a été repoussé la date d'entrée des transhumances, sinon que dans le programme, il y avait cette activité de sensibilisation. Les acteurs qui sont concernés par cette activité agro-pastorale, la transhumance, et cette activité est restée pour le moment stand-by, puisque la date d'ouverture de la transhumance est pour le moment repoussée. Donc nous attendons que les autorités puissent donner leur avis ou bien leur avis favorable par rapport à la transhumance, et nous allons descendre sur le terrain pour préparer les acteurs de la mobilité du bétail pour que ça soit apaisé comme toutes les années. Pour terminer, M. Madougou, vous épaulez la région des Plateaux pour la même cause. Et bien sûr, avec, comme vous le savez, le ETD, Entreprises et Territoires et Développement dans les plateaux, c'est un partenaire aussi de Acting for Life. Acting for Life, qui est une ONG de droit français, intervient aussi dans la région des Savanes, et que c'est à travers cette ONG internationale de droit français qui a incité les différentes communes de notre pays à se mettre en place pour gérer cette activité agro-pastorale. Donc, du coup, quand ce cadre de concertation a été mis en place dans la région des Savanes, ça a incité aussi les communes de la région des Plateaux aussi à se mettre en place pour aussi emboîter le pas de celles de la région des Savanes. Donc je crois que si elles aussi elles se mettent ensemble comme celles de la région des Savanes, je crois qu'elles aussi elles vont gérer de façon durable cette activité agro-pastorale dans la région des Plateaux aussi. Et il y a les transhumants du Bénin, du Sahel qui rentrent. Donc eux aussi ils ont presque la même difficulté dans la gestion de cette activité agro-pastorale, de la mobilité du bétail que dans la région des Savanes. Et je crois que si ces communes aussi se mettent ensemble, comme dans la région des Savanes, elles vont gérer de façon durable cette activité agro-pastorale dans leur territoire. Monsieur Madougou, vraiment merci. Non, c'est moi qui vous remercie.
Écho du Palais. Le port d'armes à feu est très réglementé au Togo et dans plusieurs autres pays dans le monde. Au Togo, seules certaines professions telles les fonctionnaires de police, des douanes et dans une moindre mesure les agents de surveillance sont autorisés à en porter. Cependant, il est également possible d'obtenir des autorisations ou un permis de port d'armes sous certaines conditions. Le port d'armes illégales peut être puni d'une amende ou d'un emprisonnement en fonction de l'arme détenue et du nombre de personnes impliquées. Pour le cas qui nous concerne, le sieur Kodjoba, cultivateur à Baoulé dans l'Oti, a été condamné par la cour d'assises de Kara à 5 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable de meurtre et de détention d'un fusil de chasse perfectionné. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 7 janvier 2016 à 9h, le nommé Kodjoba, portant des traces de blessures au dos, se rendit à la brigade de gendarmerie de Gando dans l'Oti, où il déclara avoir été victime d'agression à coups de machette par un peul nomade dans son champ de sorgho. Agression survenue au cours d'une altercation entre lui et des bouviers nomades dont les bœufs avaient dévasté ses tiges de mil. Nantis de cette information, les agents enquêteurs se transportèrent sur les lieux avant de découvrir que c'est plutôt Kodjoba qui avait tiré à bout portant avec son fusil sur l'un des bouviers, en l'occurrence le nommé Abidou, qu'il blessa grièvement. Évacué à l'hôpital de Mongo, ce dernier décédera 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Interpellé et déféré au parquet du tribunal de première instance de Mongo, Kodjoba a été inculpé le 11 janvier 2016 d'homicide volontaire et de détention illicite de fusil perfectionné de chasse. Pour sa défense, l'inculpé a déclaré en enquête préliminaire que malgré les coups de machette qu'il subissait, il a réussi à tirer avec son fusil sur la victime qui fuyait déjà. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a soutenu devant le magistrat instructeur que c'est en chutant suite aux coups de machette que lui administrait le second peul que son fusil qu'il portait en bandoulière s'est déclenché de lui-même pour atteindre la victime. Mais lors des débats devant la chambre d'accusation, il a finalement avoué que c'est lui-même qui a déclenché le tir en appuyant sur la détente, alors qu'il admettait aussi qu'il ne disposait d'aucun permis de détention afférent à l'arme perfectionnée dont il a fait usage. Les renseignements recueillis sur la personnalité de Kodjoba lui sont favorables. Il faut ressortir qu'il a mis fin à sa scolarité en classe de 4e pour s'adonner aux activités champêtres, passant l'essentiel de son temps dans sa ferme durant la période agricole et ne rentrant au village que rarement. Il ne fait pas de mauvaise compagnie et en tant que musulman, il ne consomme ni l'alcool ni le tabac. Il est célibataire sans enfant, le décrit néanmoins comme un homme dur de caractère et non tolérant. Aussi est-il à sa 2e altercation avec les peuls. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation pénale. Mais attendu que les faits reprochés à l'inculpé sous la qualification d'homicide volontaire constituent en réalité le crime de meurtre, étant entendu que l'article 165 du nouveau code pénal définit clairement le meurtre comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui, Kodjoba a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour le crime de meurtre. À samedi prochain. Du sport, football, 16 clubs vont à l'assaut du titre de champion de première division saison 2020-2021. Les hostilités débutent cet après-midi à Sokodé face à face à Sko de Kara et Sarasport de Bafilo pour le match d'ouverture. Théophile Dandako. Une sortie solennelle va d'abord marquer les esprits à partir de 14h30. Dans un message à lire à haute voix, les joueurs vont prendre un engagement et se montrer déterminés pour le fair play au cours des 20 journées de toute la saison. Suivront alors le discours de Madame le ministre des Sports, l'hymne national Terre de nos aïeux et 1 minute de silence suivie d'acclamation. À 15h, le coup d'envoi du match entre le tenant du titre Asko de Kara et Sarasport de Bafilo sera donné. La partie prendra fin à 17h par un cocktail.
Le match sera en direct sur les antennes de Radio Lomé. C'est donc un match avancé de la première journée de ce championnat qui se déroule en 2 zones, nord et sud. Demain dimanche, le reste des rencontres de la première journée va se disputer. Dans la zone nord, les affiches sont telles que l'ASC Kadukara et ses 6 joueurs de la sélection des éperviers va affronter Korokimetete de Tchamba. Semasi va se mesurer à Ifodje de Takpame et l'AS Mina jouera son tout premier match de première division cette saison contre Unisport de Sokodé, vice-champion sortant. Dans la zone A au sud, tous les matchs se jouent demain dimanche. L'AS Togopor, avec son entraîneur Kofi Moses, reçoit Goglo Soudelak. Ange de Noche défie Entente de Lomé. L'AS OTR du coach Fiaboué Kofi Sena s'oppose à Ditopse de Lomé. Mais déjà un grand duel, celui du Grand Cloto, il oppose Gomido de Kwalimé à Maranata de Fiokbo. Pour cette nouvelle saison, les 16 clubs de première division sont répartis en 2 zones. Les matchs vont se jouer en aller et retour sur terrain neutre couvert de gazon. Les premiers de chaque zone vont se qualifier pour les playoffs joués sous forme de demi-finale, aller et retour. Les 2 finalistes seront donc les représentants du Togo pour les coupes continentales. Que le fair play prévale et que le meilleur gagne. Revue de presse pour clôturer ce magazine pluriel. Les supporters déçus par les prestations des éperviers acculent le sélectionneur à la démission pendant que les championnats de football saison 2020-2021 démarrent ce samedi même, et ceci dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Et justement, le gouvernement est à pied d'œuvre pour éviter l'hécatombe. Revue de presse, Léontine Atogima. Éviter à tout prix l'hécatombe du Covid-19, les autorités mettent la barre très haut, relève le journal des Gardiens. Parmi les mesures prises, Togo Réveil note l'annulation du chemin de croix marquant les festivités de la fête de résurrection du Christ. Un week-end pascal sous mesures restrictives renchérit l'éveil de la nation. C'était la seule solution envisageable face à la montée fulgurante des cas de contamination au Covid-19. Le tonnerre luisse bien à sa une, un mardi noir pour le Togo, plus de 250 cas positifs le 30 mars dernier. 257 cas positifs en une seule journée n'est pas du tout un bon score, déplore Togo Matin. Les campagnes de sensibilisation et de vaccination se poursuivent afin d'arrêter l'hémorragie. Des acteurs politiques et civils entrent dans la danse. Atteint puis guéri, King Messon, Jean-Pierre Fabre et Maître Dodi Apevon rassurent les sceptiques écrits chroniques de la semaine. Selon l'hebdomadaire, ces rescapés de la maladie à coronavirus ont voulu prouver aux citoyens qui minimisent et refusent de croire à l'existence de la maladie au Togo que le Covid-19 est une triste réalité qui emporte chaque jour des milliers de vies. Face à cette flambée des cas de Covid-19, de la nécessité de respecter les mesures barrières et de se faire vacciner. Santé Éducation rappelle dans la foulée de la présence de la nouvelle variante de Covid-19 au Togo. Selon l'apparition, sur 40 échantillons de patients testés positifs, pris au hasard, mais de manière représentative pour tout le pays, car 4 sont détectés comme variants anglais du Covid-19. Raison de plus de renforcer les mesures restrictives. L'hebdomadaire de promotion de la santé propose la consommation de l'infusion de la plante papataye qui soulage les vertiges, la fatigue et booste l'immunité. En sport, révolté par la dernière prestation des éperviers du Togo face au Kenya, le Républicain Info révèle que le sélectionneur Claude-Marie Leroy est l'autre virus qui a infecté les autorités sportives togolaises. Le bâtisseur abonde dans le même sens et exhorte le sorcier blanc à démissionner pour l'amour de Dieu. Et puis, à l'international, les parutions ont fait cas dans leur colonne de l'acquittement par la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce magazine pluriel. C'est donc la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Retrouvons le prochain numéro samedi prochain. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg